Avant, j'ai toujours pensé que la vieillesse viendrait sans crier gare, qu'un jour je me réveillerais simplement et réaliserais que j'avais 68 ans, que j'étais retraitée, veuve, mère d'un fils adulte, et que tout cela était normal. Ma vie serait calme et mesurée, comme celle de nombreuses personnes âgées à Valmont, le petit village où j'ai passé la majeure partie de ma vie. Je lirais des livres, sortirais avec des amis, adopterais peut-être un chat ou deux, et personne, absolument personne ne me regarderait comme si j'étais une figurine de porcelaine, prête à s'effriter au moindre contact. Tout a changé. Un jour d'avril de l'année dernière, je travaillais dans le jardin, taillant mes rosiers, quand soudain le monde s'est mis à tanguer autour de moi et ma main droite a refusé d'obéir. Je me souviens avoir regardé le sécateur serré dans ma paume, incapable de comprendre pourquoi mes doigts ne se desserraient pas. C'est alors qu'une voisine m'a trouvé, a appelé une ambulance, et ma vie s'est scindée en un avant et un après. Micro-AVC. Deux mots que le médecin a prononcés avec un tel soulagement, comme s'il m'annonçait que j'avais gagné au loto. Vous avez de la chance, Madame Blanchard. Nous sommes intervenus à temps. Votre rétablissement sera complet. Mais vous devez prendre soin de vous. Prendre soin de moi. Si j'avais su que cette phrase deviendrait une malédiction en chaîne, j'aurais supplié le médecin de ne jamais, au grand jamais, la prononcer devant mon fils, Rémi. Rémi Blanchard, mon fils unique, a toujours été un enfant imaginatif. Petit, il avait peur de tout, du noir, des bruits forts, des inconnus. Jean, mon défunt mari, s'inquiétait que le garçon ne devienne un lâche, mais je voyais dans sa prudence un signe de sensibilité. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que ce n'était pas de la sensibilité, mais une peur de perdre le contrôle. Et au fil des ans, cette peur n'a fait que s'intensifier. À 42 ans, Rémi était passé maître dans l'art du contrôle. Dans sa maison, tout était à sa place. Le petit déjeuner était servi à 7 heures précises, et sa promenade du soir avec le chien commençait à 19 heures, quel que soit le temps. Il s'est marié tard, à 39 ans, avec Laure, une femme qui semblait partager sa passion pour l'ordre et la prévisibilité. Et tout allait bien, jusqu'à ce que je devienne un problème à résoudre. Après mon micro-AVC, je n'ai passé que 3 jours à l'hôpital. Rémi voulait que j'emménage avec lui et Laure, mais j'ai refusé. Ma maison est tout ce qu'il me reste de ma vie d'avant avec Jean. Chaque recoin recèle des souvenirs. Sur ce mur, il y a le tableau que nous avons acheté à Aix-en-Provence pour notre 20e anniversaire. Dans ce fauteuil, Jean lisait les journaux du soir. Dans cette cuisine, nous préparions les dîners du dimanche pour toute la famille. Comment pouvais-je abandonner tout ça? Au début, Rémi a semblé compréhensif. Il venait tous les jours, apportait les courses, s'assurait que je prenais mes médicaments. Laure cuisinait parfois pour moi et congelait des portions que je n'avais plus qu'à réchauffer. J'étais reconnaissante de leur sollicitude, même si je me sentais mal à l'aise. Après tout, j'avais passé ma vie à m'occuper des autres. D'abord mon mari et mon fils, puis mes élèves de l'école primaire où j'enseignais les arts plastiques. Être l'objet de soins me paraissait étrange, contre nature. Mais avec le temps, la sollicitude s'est transformée en contrôle. Rémi a commencé à remarquer des choses qui ne lui avaient jamais sauté aux yeux auparavant. Une casserole oubliée sur le feu, un fer à repasser resté allumé, un médicament non pris. Je ne le nie pas, c'est arrivé. Après le micro-AVC, ma mémoire s'est un peu dégradée. Il m'arrivait de confondre les jours de la semaine ou d'oublier que j'avais déjà acheté du lait. Mais cela ne faisait pas de moi une incapable. Maman, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, m'a dit Rémi environ 1 mois après ma sortie de l'hôpital. Tu oublies d'éteindre la cuisinière. Et s'il y avait un incendie? Il n'y a pas eu d'incendie en 40 ans, ai-je rétorqué. Et il y a peu de chances que ça arrive maintenant. Mais il y a un risque, a-t-il insisté. Et dans sa voix, j'ai entendu les échos de ce garçon qui avait peur de dormir la porte ouverte de peur que quelqu'un entre. À l'époque, je ne réalisais pas encore où tout cela menait. Je pensais pouvoir le convaincre qu'il n'y avait rien de grave, qu'un micro-AVC n'était pas une sentence mais juste un avertissement, qu'à 68 ans, j'étais encore capable de prendre soin de moi. Comme je me trompais. D'abord, les clés de ma voiture ont disparu. Rémi a dit que c'était pour ma sécurité, le médecin ayant recommandé que je m'abstienne de conduire. J'ai accepté, pensant que c'était une mesure temporaire. Puis il a installé des appareils connectés chez moi. Un thermostat que je ne pouvais pas régler moi-même, des caméras dans le salon et la cuisine pour vérifier si tout allait bien. Je me sentais comme un cobaye dans ma propre maison. Ensuite, Laure a eu l'idée de me simplifier la vie.
Elle a fait le tri dans ma garde-robe, jetant la moitié de mes vêtements sous prétexte qu'ils étaient trop compliqués ou peu pratiques. Elle a réorganisé mes meubles pour que je trébuche moins. Elle a remplacé mes tasses en porcelaine préférées par des tasses en plastique pour qu'elles ne se cassent pas. Nous voulons juste t'aider, disait-elle de sa voix mielleuse qui sonnait toujours faux. Rémi est si inquiet pour toi, Élise. Elle ne m'a jamais appelée maman ou belle-maman. Toujours par mon prénom, comme si je n'étais pas un membre de la famille, mais une étrangère à gérer. Et vous savez ce qui était le plus offensant? C'est qu'il discutait de ma vie sans moi, prenait des décisions sans me demander mon avis, comme si j'étais une enfant, ou pire, une chose qu'il fallait placer quelque part. Le point culminant a été atteint la semaine dernière, quand Rémi et Laure sont venus m'annoncer une merveilleuse nouvelle. Ils étaient assis à ma table de cuisine, se tenant la main comme des adolescents à leur premier rendez-vous, et souriant si largement que ça m'a mise mal à l'aise. « Maman, on a gagné une croisière », a annoncé Rémi. Un voyage de 2 semaines dans les Caraïbes. Tu te rends compte? J'étais sincèrement heureuse pour eux. Mon Dieu, ça faisait si longtemps que je n'avais pas vu mon fils aussi heureux. Son visage, d'habitude tendu, était détendu, ses yeux brillaient. Même Laure semblait moins crispée que d'habitude. « C'est merveilleux, mon chéri », ai-je dit en leur servant du thé. « Quand partez-vous » C'est alors que j'ai remarqué leur regard. C'était l'un de ces regards que les gens échangent quand ils ne veulent pas dire quelque chose à voix haute. Un regard d'inquiétude et d'incertitude. « Dans 1 semaine », a répondu Rémi après une pause. « Lundi prochain. » Sitôt, j'ai essayé de cacher ma surprise. « Eh bien, vous feriez mieux de commencer vos valises. Laure, ma chérie, tu as décidé de ce que tu emportes ?» Au lieu de répondre, Laure a regardé Rémi comme si elle attendait qu'il dise quelque chose d'important. Il s'est raclé la gorge, évitant mon regard. « En fait, maman, nous voulions discuter de ton séjour ici pendant notre absence. » Je me suis figée, la théière à la main. « Mon séjour? Je ne vais nulle part. Je serai ici, comme d'habitude. » C'est de ça que nous voulons parler, est intervenue Laure. On ne peut pas te laisser seule pendant 2 semaines. C'est trop dangereux. Dangereux. J'ai posé la théière sur la table avec plus de force que prévu. J'ai 68 ans, pas 8. J'ai vécu seule pendant 10 ans après la mort de Jean avant que vous ne décidiez tous les deux que je n'étais pas capable de m'occuper de moi-même. C'était avant le micro-AVC, a objecté doucement Rémi. Les choses ont changé, maman. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Que suggérez-vous? Engager une infirmière ou peut-être voulez-vous que j'aille dans une maison de retraite pendant que vous profitez du soleil et de la mer? Laure a grincé des dents à cause de mon ton, mais Rémi semblait préparé à cette réaction. Nous avons pensé à quelques options, a-t-il dit en sortant un papier plié de sa poche. J'ai fait une liste. Bien sûr qu'il avait fait une liste. Mon fils ne pouvait pas vivre sans liste, plan et horaire. Option 1. Tu emménages chez tante Viviane pour cette période. Viviane, ma sœur cadette, vivait à Lyon. Je ne l'avais pas vue depuis 3 ans, depuis qu'elle avait épousé son 4e mari et décidé que sa nouvelle vie n'incluait pas de visite régulière à sa sœur aînée. Non, ai-je dit fermement. Option suivante. D'accord, Rémi a coché sa liste. Option 2. Nous engageons une aide-soignante qui vivra ici avec toi. Une inconnue dans ma maison pendant 2 semaines? Non, merci. Maman, sois raisonnable. Je suis parfaitement raisonnable, Rémi. Je ne veux pas d'une inconnue chez moi. Quelle est la suite? Il a soupiré et a regardé Laure, qui a légèrement hoché la tête. Option 3. Tu restes ici, mais nous organiserons des visites quotidiennes d'une assistante sociale, des livraisons de repas et des appels téléphoniques réguliers. J'ai réfléchi. Cela ne semblait pas si mal. Peut-être commençait-il enfin à écouter mon opinion. Ça pourrait marcher, ai-je dit prudemment. Bien que je sois parfaitement capable de faire mes propres courses. Non, tu ne peux pas, a dit Laure. Tu te souviens le mois dernier, quand tu as oublié le chemin du retour du supermarché? J'ai senti le rouge me monter aux joues. Ce n'était arrivé qu'une seule fois, par un jour particulièrement brumeux. J'avais juste pris un mauvais virage dans la mauvaise rue et j'étais un peu désorientée. Un passant m'avait aidé à retrouver mon chemin et tout s'était bien terminé. Mais Rémi et Laure en avaient fait une tragédie. C'était une seule fois, ai-je rétorqué.
Et j'aurais pu m'en sortir seule si vous m'en aviez laissé la chance. Nous ne pouvons prendre aucun risque, a dit Rémi avec cette fausse sollicitude dans la voix que je commençais à détester. Maman, comprends bien. Nous faisons ça pour ton bien. Pour mon bien. J'étais si fatiguée de cette phrase. Chaque restriction, chaque intrusion dans ma vie était justifiée par ces mots. Et le pire, c'est que j'avais presque fini par y croire. J'avais presque cru que j'étais incapable de m'occuper de moi-même, que j'avais besoin d'une surveillance constante. Ils ont continué à discuter des détails. Quel repas serait livré, à quelle heure l'assistante sociale viendrait, à quelle fréquence ils appelleraient. Tout cela sans m'inclure dans la conversation, comme si je n'étais pas dans la pièce, ou pire, comme si mon opinion ne comptait pas. J'étais assise à ma table de cuisine, dans ma maison, et je me sentais invisible. Un fantôme qui ne peut qu'observer mais pas participer à la vie. Et plus je les écoutais planifier mon existence, plus le ressentiment grandissait en moi. Assez, ai-je finalement dit en frappant la paume de ma main sur la table. Je ne suis ni une enfant ni une vieille femme sénile. J'ai vécu dans cette maison pendant 40 ans et je m'en sortirai très bien pendant 2 semaines de plus sans votre supervision. Rémi m'a regardé avec cette pitié condescendante habituellement réservée aux enfants capricieux. Maman, nous savons que c'est ce que tu penses, mais les faits disent le contraire. Tu oublies de prendre tes médicaments. Tu te perds dans la rue. Tu laisses les appareils allumés. Des incidents isolés, ai-je objecté. Tout le monde a des moments d'inattention. Ça ne me rend pas dangereuse pour moi-même. Je suis désolée, Élise, mais c'est exactement ce qui se passe, a terminé Laure à ma place. Et nous ne pouvons pas te laisser risquer ta vie par entêtement. Je les ai regardés, mon fils, qui autrefois me regardait avec adoration, mais qui ne voyait plus en moi qu'un problème à résoudre. Sa femme, qui n'avait jamais caché qu'elle me considérait comme un fardeau. Et à cet instant, j'ai réalisé que j'avais perdu la bataille avant même qu'elle ne commence. Mais je n'étais pas préparée à ce qui s'est passé le lendemain. Rémi est arrivé seul, sans Laure. Il avait l'air déterminé et distant, comme s'il se préparait à une procédure désagréable mais nécessaire. « Maman, nous avons pris une décision », a-t-il dit sans même s'asseoir. « Pour ta sécurité, je vais t'enfermer dans la maison pendant notre absence. » J'ai cru avoir mal entendu. « Que as-tu dit ?»« J'installerai de nouvelles serrures qui ne pourront être ouvertes que de l'extérieur. Une assistante sociale viendra 2 fois par semaine. Les repas seront livrés régulièrement. Tu auras un téléphone fixe pour les urgences. C'est l'option la plus sûre. » Je l'ai dévisagé, n'en croyant pas mes oreilles. Mon propre fils allait transformer ma maison en prison et moi en prisonnière. « Tu ne peux pas faire ça, » ai-je murmuré. « C'est illégal. »« C'est pour ta protection, maman, » a-t-il dit sans me regarder dans les yeux. « Je suis ton plus proche parent et je suis responsable de ton bien-être. S'il t'arrivait quelque chose pendant notre absence, je ne me le pardonnerai jamais. » Il y avait tant d'assurance dans sa voix, une conviction si inébranlable qu'il avait raison. Ça m'a coupé le souffle. Comment en étions-nous arrivés là? Comment mon fils aimant était-il devenu un geôlier? Rémi, s'il te plaît, j'ai essayé de lui prendre la main, mais il s'est dégagé. Nous pouvons trouver une autre solution. Je te promets d'être prudente, de prendre mes médicaments à l'heure. C'est déjà décidé, m'a-t-il coupé. Demain, j'amènerai un serrurier pour changer les serrures. Laure préparera un calendrier pour les médicaments et une liste de courses pour la livraison. Tout ira bien, maman. Ce n'est que pour 2 semaines. 2 semaines de confinement. 2 semaines sans pouvoir sortir dans le jardin, me promener au parc, rendre visite à mes amis. 2 semaines d'impuissance totale et de dépendance à la merci des autres. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas ma fierté. Elle avait été piétinée depuis longtemps par leur sollicitude. Quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Ma conviction que j'étais encore un être humain méritant le respect et le droit de prendre mes propres décisions. Va-t'en, ai-je dit doucement. Maman. À 11 heures précises, le tout nouveau SUV de Damien apparaît dans l'allée. Énorme, ridiculement luxueux pour leur famille de 2. Ils n'ont jamais eu d'enfants. Solène a toujours dit que les enfants sont des obligations qui entravent l'épanouissement personnel. Parfois, je pense qu'un petit-fils ou une petite-fille aurait pu la changer, l'adoucir, et parfois je remercie le destin que cela ne se soit pas produit. On ne souhaiterait une mère comme elle à personne. Maman. La voix de Damien sonne faussement joyeuse alors qu'ils entrent dans la maison sans frapper. Une autre petite chose qui poignarde le cœur.
Comment te sens-tu? Bien, merci, je réponds en acceptant l'étreinte formelle de mon fils et un baiser aérien de Solène, qui sent le parfum cher et une étrange odeur chimique. Lorraine, tu as perdu du poids, note Solène en me jetant un regard évaluateur. C'est bien. Le surpoids à ton âge est un chemin direct vers les problèmes articulaires. Je souris sans répondre. Solène trouve toujours un moyen de me faire un prétendu compliment qui est en réalité une critique voilée. J'ai préparé le déjeuner, dis-je en me dirigeant vers la cuisine. J'espère que vous restez. Damien et Solène échangent un regard rapide. En fait, maman, nous avons des projets pour le dîner, dit Damien. Nous sommes juste passés pour voir comment tu allais. Bien sûr. Il ne reste jamais pour le déjeuner, même si je cuisine à chaque fois. J'adorais cuisiner quand j'étais jeune. Édouard plaisantait en disant qu'il m'avait épousée pour ma tarte aux pommes. Maintenant que je cuisine pour moi-même, j'ai presque perdu tout intérêt pour la cuisine. Mais j'essaie toujours pour mon fils et ma belle-fille. Dommage, dis-je, en essayant de cacher ma déception. J'ai fait un rôti. De la viande rouge. Solène lève les sourcils. Lorraine, tu sais que c'est mauvais pour le cœur, surtout à ton. À mon âge. Oui. Je finis pour elle, sentant l'irritation monter en moi. Je l'ai entendu de ta part de nombreuses fois. Il y a une pause gênante. Damien se racle la gorge. Maman, nous sommes venus te parler de quelque chose d'important. Il marque une pause, choisissant manifestement ses mots. Solène et moi avons beaucoup réfléchi à ton avenir. Ça y est. Je sais déjà où il veut en venir, mais je décide de ne pas lui faciliter la tâche. Mon avenir? Je demande innocemment. Oui. Il regarde autour de lui comme s'il rassemblait des preuves. Cette maison? Elle est trop grande pour toi toute seule. L'entretien, le nettoyage, le jardin, tout cela demande des efforts et de l'argent. Je peux m'en occuper, je réponds calmement. Pour l'instant, oui, intervient Solène avec ce ton particulier qu'elle utilise dans ses sessions de formation en entreprise. Mais nous devons penser à l'avenir. Dans 5 ou 10 ans, il sera beaucoup plus difficile d'entretenir une maison de cette taille. Exactement, dit Damien. Et si quelque chose t'arrivait, une chute dans les escaliers, par exemple? Tu es toute seule ici. Je suis frappée par la facilité avec laquelle il parle de mon impuissance potentielle comme si c'était un fait accompli. Pas une possibilité que je combats activement avec de l'exercice quotidien et un mode de vie sain. J'ai des voisins, j'objecte. Et je parle à Estelle au téléphone tous les jours. Estelle Bernard est une vieille amie que j'ai rencontrée à l'université. Elle vit dans la ville voisine et m'appelle tous les jours depuis la mort d'Édouard. Les voisins ne remplacent pas les soins professionnels, sourit Solène, son sourire de marque, lèvres étirées, yeux impassibles. Tu sais, nous avons trouvé l'endroit parfait. Les Chênes Dorés, une résidence pour retraités actifs. Il y a une piscine, un spa, même un parcours de golf. Et du personnel médical 24h24, ajoute Damien d'un ton sans appel. C'est parfait. Parfait pour qui? Je demande sans détour. Ils échangent à nouveau un regard. Leur habitude de communiquer sans mots a toujours agacé Édouard. Pour toi, bien sûr, Damien a l'air sincèrement surpris. Nous nous inquiétons pour ta sécurité et ton bien-être financier. Entretenir cette maison est un gaspillage d'argent, ajoute Solène. Si tu la vends maintenant, alors que le marché immobilier est en plein essor, tu en tireras une bonne somme. Assez pour vivre confortablement dans une résidence et il en restera encore. Il en restera pour eux, je termine mentalement. C'est de cela qu'il s'agit. Pas de ma sécurité ou de mon confort. C'est le désir d'obtenir l'argent de la vente de la maison. Je vais réfléchir à votre offre, dis-je, réalisant qu'un refus direct ne ferait que provoquer une pression plus agressive. Bien. Damien s'éclaircit et sort son téléphone portable de sa poche. Je pense que nous devrions prendre quelques photos de la maison pour montrer à l'agent immobilier. Juste pour une évaluation préliminaire, bien sûr. Sans attendre mon consentement, il commence à prendre des photos du salon, de la salle à manger, de la cuisine. Pendant ce temps, Solène ouvre les tiroirs des meubles, regarde dans les placards comme si elle évaluait la propriété. Ça ne te dérange pas si je mesure les pièces? Demande Damien en sortant un mètre-ruban. L'agent immobilier aura besoin des mesures exactes. Je regarde leur invasion sans cérémonie de ma maison, la mienne et celle d'Édouard, sentant une vague de ressentiment monter en moi. Mais au lieu de la laisser déborder,
Je hoche simplement la tête et dis que je dois vérifier quelque chose dans la cuisine. Laissé seul, je me permets de prendre quelques respirations profondes. Édouard avait raison, tout à fait raison à propos de Damien et Solène. Ils ne font pas que suggérer de vendre la maison. Ils le planifient déjà sans attendre mon accord. Et à en juger par leur confiance, ils ne doutent pas de pouvoir me convaincre ou me contraindre. Je retourne au salon juste à temps pour entendre Damien dire à Solène à voix basse. J'estime ça à 600 000, peut-être 700 000 euros. La maison est vieille, mais c'est un bon quartier. Et ses affaires? Demande Solène. On ne peut pas emporter grand-chose dans une résidence. La plupart devront être vendus ou jetés. Damien hausse les épaules. De vieux meubles, des livres. Qui en a besoin? Je me racle la gorge, signalant ma présence. Ils se retournent, mais n'ont pas l'air embarrassés. C'est peut-être ça qui fait le plus mal. Ils ne prennent même pas la peine de faire semblant de demander mon avis sur ma propre propriété. Je crois que je vais aller m'allonger, dis-je, me sentant soudain très fatigué. La journée a été chargée. Bien sûr, maman. Damien s'approche et m'embrasse sur la joue. Nous rappellerons dans la semaine pour régler les détails avec la résidence. Et n'oublie pas les documents dont nous avons parlé, ajoute Solène. Ton testament et une procuration. Damien aura besoin d'une signature autorisée pour t'aider avec tes finances. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Le doute? Le regret? Mais ça s'est vite estompé. C'est pour ton bien, maman, a-t-il répété en détournant le regard. Tu t'en rendras compte assez vite. J'allais dire autre chose, mais Laure est revenue dans le salon avec un grand dossier à la main. Rémi, aide Monsieur Dubois avec la deuxième porte, et je vais expliquer à Élise comment ça va se passer, a-t-elle dit d'un ton professionnel. Mon fils a hoché la tête avec un soulagement évident et est sorti. Laure s'est assise sur le canapé et a ouvert un dossier rempli de fiches colorées. J'ai fait un plan détaillé pour les 2 semaines complètes, a-t-elle commencé sans me regarder. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner seront livrés quotidiennement par un service de traiteur appelé Le Bon Foyer. J'ai sélectionné les repas en tenant compte de ton régime et de tes préférences. Elle m'a tendu une feuille avec le planning et le menu des repas. Je l'ai prise sans la regarder. Les médicaments sont organisés par jour et par prise, a poursuivi Laure en montrant un pilulier en plastique avec des compartiments. Chaque compartiment a une heure inscrite dessus. Un réveil électronique te rappellera tes prises. L'assistante sociale, Madame Morin, viendra les mardis et vendredis. Voici ses coordonnées. Elle m'a tendu une carte de visite. Je regardais en silence leur exposer méthodiquement son système de surveillance devant moi, emballé dans des dossiers et des contenants soignés. Elle ne remarquait même pas que je ne disais pas un mot, complètement absorbée par son processus d'organisation. Dans le réfrigérateur, j'ai organisé les provisions par étagère. Celle du haut pour les petits déjeuners, celle du milieu pour les déjeuners, et celle du bas pour les dîners. Tout est signé et daté. Essaie de ne pas tout mélanger. Elle me parlait comme si j'étais une petite fille ou une vieille femme faible d'esprit. Chaque mot qu'elle prononçait était empreint de condescendance, chaque geste d'une supériorité flagrante. J'ai fait une liste de numéros d'urgence, leur a posé une autre feuille de papier sur la table basse. Elle sera accrochée à côté du téléphone fixe. On prend le téléphone portable. Tu n'en auras pas besoin, et tu oublies souvent de le charger. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. La douleur m'a aidé à me taire. Je savais que si je commençais à parler, je ne pourrais pas me retenir. Il y aura aussi des limitations avec l'ordinateur, a poursuivi Laure, ne remarquant pas mon état. Rémi l'a configuré pour que tu ne puisses utiliser que les fonctions de base. Les emails pour nous contacter et quelques sites web pour lire les nouvelles. Pas d'achat en ligne, pas de forum ou de réseaux sociaux. Tu es trop confiante, Élise. Et Internet est plein d'escrocs. J'ai senti quelque chose se déchirer en moi, le dernier fil de patience. Ça suffit, ai-je dit en me levant. Je n'écoute plus ça. Laure a levé les yeux vers moi, surprise. Élise, je n'ai pas fini d'expliquer. Et moi, j'ai fini d'écouter, les jeux coupés. Toi et Rémi avez déjà tout décidé. Vous transformez ma maison en prison et moi en prisonnière. J'ai compris. Vous n'avez pas besoin de perdre plus de votre temps précieux avec d'autres explications. Elle a pincé les lèvres, visiblement mécontente de ma réaction. Nous faisons ça pour ton bien. Si tu étais plus coopérative. Coopérative, j'ai failli rire.
Vous voulez que j'accepte une assignation à résidence avec le sourire? Que je vous remercie de me priver de mon dernier lambeau d'autonomie. Tu exagères, comme d'habitude, a soupiré Laure. C'est une mesure temporaire. Juste pour 2 semaines. 2 semaines maintenant, puis 2 autres semaines, puis 1 mois. Quelle est la garantie que lorsque vous et Rémi reviendrez de la croisière, vous ne déciderez pas qu'il est plus sûr pour moi de rester enfermé pour toujours? Quelque chose de semblable à de la culpabilité a traversé ses yeux, et j'ai compris que j'avais touché juste. Ils avaient déjà discuté de cette possibilité. Oh mon Dieu, ai-je murmuré en reculant d'un pas. Vous aviez vraiment prévu ça? Élise, calme-toi, Laure s'est levée, tendant la main comme pour essayer de me stabiliser. Personne ne parle de pour toujours. Nous discutions juste de différentes options pour des soins à long terme, étant donné ton état. Mon état? J'ai senti mes mains trembler. Mon état, c'est d'être la mère d'un fils qui m'enferme dans ma propre maison. C'est d'être la belle-mère d'une femme qui me traite comme une. Mon état, c'est d'être une personne dont la dignité est piétinée par ceux qui auraient dû m'aimer et me respecter. À ce moment-là, Rémi est revenu dans le salon, attiré par mes cris. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé, passant son regard de moi à sa femme. « Ta mère fait une crise », a répondu froidement Laure. Je lui expliquais juste comment tout allait être organisé, et elle s'est mise à crier. Je ne faisais pas de crise, ai-je objecté, sentant une rage impuissante m'envahir. J'exprimais mon désaccord avec ce que vous me faites. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Rémi s'est approché de moi et a essayé de me prendre la main, mais je l'ai retiré brusquement. Tu ne fais que confirmer que tu ne peux pas contrôler tes émotions. Ça fait partie de ton état. Mon état? Je n'en croyais pas mes oreilles. Quel état? Rémi, j'ai eu un micro-AVC, pas une crise psychotique. Je suis saine d'esprit et j'ai le droit d'être en colère quand on m'enferme dans ma propre maison. Tu vois, Rémi, est intervenue Laure. Elle ne se rend pas compte de son état. Le docteur. Martin nous avait prévenu que cela pouvait être un symptôme. Je les ai regardés tous les deux, mon fils et sa femme, se tenant épaule contre moi, discutant de moi comme si j'étais une enfant déraisonnable ou pire, une chose sans sentiment ni opinion. Sortez de ma chambre, ai-je dit doucement. Tous les deux. Maintenant. Maman. Sortez, ai-je crié, incapable de me retenir plus longtemps. Faites ce que vous voulez avec les serrures, l'ordinateur, le téléphone. Transformez ma maison en prison, mais au moins, laissez-moi seule jusqu'à votre départ. Rémi et Laure ont échangé des regards inquiets. Puis mon fils a hoché la tête. D'accord, maman. Nous allons finir de nous préparer et te laisser te reposer. Mais s'il te plaît, essaie de te calmer. Ce n'est pas bon pour ta tension. Ils ont quitté le salon, fermant doucement la porte derrière eux, et je me suis affalée dans le fauteuil, tremblant de colère et d'humiliation. Du couloir provenait leur voix étouffée, le bruit des outils, des pas. Ils continuaient à me dépouiller méthodiquement de ma liberté, et j'étais assise dans mon salon, impuissante à changer quoi que ce soit. Les heures suivantes passèrent comme dans un brouillard. J'entendais Laure s'affairer dans la cuisine, ranger les aliments sur les étagères du réfrigérateur, Rémi configurer mon ordinateur, y installer je ne sais quelle limitation. Je n'ai pas quitté le salon, ne voulant pas les voir transformer ma maison en cage. Vers l'heure du déjeuner, Rémi a frappé à la porte du salon. « Maman, on a presque fini. Monsieur Dubois est déjà parti. Toutes les serrures sont installées. Voudrais-tu déjeuner avec nous avant notre départ ?» Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas me résoudre à lui parler sur un ton normal. « Maman, je sais que tu es contrariée, » a-t-il poursuivi après une pause. « Mais crois-moi, c'est pour ton bien. Quand nous reviendrons, tu verras par toi-même que c'était la bonne décision. » Je suis restée silencieuse, regardant par la fenêtre mon jardin, où le vent d'automne faisait tournoyer les feuilles mortes. « D'accord, » a soupiré Rémi. « Je te laisse te reposer. Nous partons dans 1 heure. Laure a préparé le dîner. C'est dans la cuisine. S'il te plaît, n'oublie pas de manger. » J'ai entendu ses pas s'éloigner et j'ai fermé les yeux, essayant de retenir mes larmes. Je ne voulais pas qu'il me voie pleurer. Je ne voulais pas lui donner une autre raison de penser que j'étais faible et incapable de m'occuper de moi-même. Après un moment, j'ai entendu les bruits des préparatifs, le bruissement des vêtements, le cliquetis des clés, des conversations à voix basse. Puis le silence, rompu seulement par le tic-tac de la vieille horloge murale, un cadeau de mariage des parents de gens qui avaient mesuré nos 40 ans de vie commune.
Soudain, la porte du salon s'est ouverte, et Rémi est apparu sur le seuil. Il était déjà en veste, les clés à la main. « Maman, nous partons », a-t-il dit d'un ton officiel. « Tout est organisé comme nous en avons discuté. La livraison de nourriture commencera demain matin. Madame Morin viendra mardi. Tous les numéros d'urgence sont à côté du téléphone. Nous appellerons tous les jours. » Je l'ai regardé en silence, mon fils unique que j'avais autrefois tenu dans mes bras, dont les premiers pas et les premiers mots avaient été les moments les plus heureux de ma vie. Qu'était-il advenu de ce petit garçon qui me regardait avec adoration? Quand s'était-il transformé en cet homme froid et contrôlant? « As-tu besoin de quelque chose avant que nous partions ?» a demandé Rémi, visiblement mal à l'aise face à mon silence. « Ma liberté, » ai-je finalement répondu. « Rends-moi ma liberté, Rémi. » Son visage s'est crispé. « Maman, nous en avons déjà parlé. Ce n'est pas pour toujours, juste pour 2 semaines. 2 semaines sans liberté, c'est toujours une absence de liberté. » Rémi a soupiré avec l'air d'un homme à bout de patience. « Je ne vais pas rediscuter de ça. Nous avons pris notre décision. » « Oui, vous l'avez prise. Sans moi. Pour moi. Comme si je n'existais plus. »« Maman, arrête de dramatiser. » Quelque chose dans son ton, dans ce condescendant « arrête de dramatiser », a été la goutte d'eau. « Comment oses-tu » je me suis levée, sentant la colère me donner de la force. « Comment oses-tu m'enfermer dans ma propre maison et m'accuser ensuite de dramatiser? Tu me prends la dernière chose qu'il me reste, mon indépendance, ma dignité, et tu t'attends à ce que je l'accepte en silence? J'attends que tu sois raisonnable, » a haussé la voix Rémi. « Que tu réalises enfin que tu ne peux plus vivre seul. »« J'ai vécu seul pendant 10 ans après la mort de ton père, » ai-je crié en retour. « Et j'étais parfaitement heureuse jusqu'à ce que toi et Laure décidiez que vous saviez mieux ce dont j'avais besoin. »« Parce que tu as changé, maman, » a également haussé la voix Rémi. « Tu n'es plus la même personne. Tu oublies des choses. Tu te perds. Tu ne prends pas soin de ta santé. Et si tu sors et que tu te perds? Et si tu tombes et que tu ne peux pas appeler à l'aide? C'est mon risque, Rémi. C'est mon choix, ma vie. Et qui devra gérer les conséquences s'il t'arrive quelque chose? Toujours moi. » Il criait presque. « Personne ne doit te voir avant notre retour de croisière. Et n'essaie pas de sortir. Tu n'y arriveras de toute façon pas. » Il y eut un silence assourdissant. Rémi me fixait, les yeux écarquillés, visiblement choqué par sa propre explosion. J'ai reculé d'un pas, secoué par la force de sa colère. Laure est apparue dans l'encadrement de la porte, attirée par nos cris. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé, déplaçant son regard de moi à son mari. Rémi a pris une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. « Rien » a-t-il finalement dit. « Nous partons tout de suite. » Il s'est retourné et est sorti rapidement de la pièce. Laure m'a jeté un dernier regard, un étrange mélange de triomphe et de pitié, et l'a suivi. Je les ai entendus quitter la maison, la porte d'entrée se fermer, la voiture démarrer, puis ce fut le silence. Le silence absolu de la maison vide dans laquelle j'étais enfermée. Lentement, comme dans un rêve, je me suis dirigée vers la porte d'entrée et j'ai essayé de l'ouvrir. Elle ne s'est pas ouverte. La nouvelle serrure était solide. Je suis allée à la cuisine, à la porte arrière. Même chose. La porte du garage ne bougeait pas non plus. J'étais piégée dans ma propre maison, comme un oiseau en cage. La première vague de panique m'a submergée. Je me suis précipitée vers le téléphone, pensant appeler, qui? La police? Et leur dire quoi? Que mon fils m'avait enfermée pour ma propre sécurité. Ils le croiraient probablement plus que moi, surtout si Rémi leur montrait mon dossier médical, leur parlait du micro-AVC, des cas d'oubli. Je me suis affalée sur ma chaise, sentant les larmes couler sur mes joues. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis autorisée à pleurer vraiment. De colère, d'humiliation, d'impuissance. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Jusqu'à ce que mes yeux me piquent et que ma gorge soit sèche. Puis je suis restée assise, à regarder par la fenêtre mon jardin, inaccessible désormais, comme une planète lointaine. Le soleil glissait lentement vers l'horizon, les ombres s'allongeaient, et je suis restée là, dans le désespoir. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, peut-être 1 heure, peut-être 3, quand j'ai soudain remarqué un petit oiseau sur le rebord de la fenêtre. Juste un moineau ordinaire, sans rien de spécial. Il sautillait sur le rebord, tournant la tête d'un côté et de l'autre, comme s'il m'étudiait à travers la vitre.
Puis, comme satisfait de ce qu'il voyait, il a déployé ses ailes et s'est envolé. Et c'est là que j'ai eu un déclic. Je pouvais rester assise ici à m'apitoyer sur mon sort, à passer ces 2 semaines dans le désespoir et l'abattement. Ou je pouvais utiliser ce temps pour me prouver à moi-même que j'étais encore capable de prendre des décisions et d'en assumer la responsabilité. Oui, je suis enfermée. Oui, ma liberté est limitée. Mais mon esprit m'appartient toujours. Ma volonté n'est pas brisée. Et peut-être y a-t-il une chance dans cet isolement forcé. Une chance de trouver une issue. Une chance de prouver que je suis plus forte qu'il ne le pense. Je me suis levée de ma chaise, j'ai essuyé le reste de mes larmes et j'ai redressé le dos. J'en disais toujours que la vraie force ne se manifestait pas quand tout allait bien, mais quand il semblait n'y avoir aucune issue. Eh bien, il était temps de tester ma force. J'ai commencé par une inspection minutieuse de la maison. Chaque porte, chaque fenêtre, chaque sortie possible. Rémi avait été minutieux. Toutes les fenêtres étaient fermées avec de nouvelles serrures robustes. Toutes les portes solidement verrouillées. Il avait même verrouillé la trappe du grenier, comme s'il s'attendait à ce que j'essaie de m'échapper par le toit. Mais chaque système a une faiblesse. Il suffit de la trouver. Et j'avais tout le temps de chercher. Le 3e jour de mon confinement fut pluvieux. Des gouttes tambourinaient sur le toit, glissant le long des vitres, créant l'illusion de larmes, comme si la maison elle-même pleurait mon sort. Je déambulais sans but de pièce en pièce, essayant de trouver quelque chose à faire qui me distrairait de l'espace confiné. L'assistante sociale, Madame Morin, ne devait pas venir avant demain, et la livraison de nourriture avait déjà eu lieu tôt ce matin-là. Le jeune homme en imperméable avait laissé les sacs à la porte et était reparti sans même attendre que j'ouvre. Apparemment, Rémi avait prévenu le service de livraison de ma condition particulière. Il n'y avait soudain plus rien à faire dans la maison où j'avais vécu la majeure partie de ma vie d'adulte. La télévision ne m'amusait pas. Les nouvelles m'agaçaient. Les feuilletons me semblaient vides. Et les documentaires de voyage ne faisaient que souligner mon manque de liberté. L'ordinateur, limité par les efforts de Rémi, ne me permettait que de consulter mes emails, qui étaient vides à l'exception de bulletins publicitaires, et de parcourir quelques sites d'information. En désespoir de cause, j'ai décidé de me lancer dans le ménage. Non pas que la maison en ait eu besoin, je l'ai toujours gardée propre, mais parce que l'activité physique aidait à combattre le sentiment croissant de claustrophobie. J'ai commencé par la cuisine, puis je suis passée au salon, à la chambre, à la salle de bain. Quand je suis arrivée au bureau de Jean, je me suis arrêtée, indécise. Depuis la mort de mon mari, j'étais rarement entrée dans cette pièce. Il y avait trop de souvenirs, trop de douleur de la perte. Jean était mort subitement. Une crise cardiaque l'avait emporté en un instant. 10 ans avaient passé et il m'arrivait encore de me réveiller au milieu de la nuit, cherchant instinctivement son côté du lit. Jean travaillait comme consultant en sécurité pour une grande compagnie d'assurance. Il évaluait les risques, testait les défenses, recommandait des améliorations. C'était ironique. Un homme qui avait passé sa vie à se préoccuper de la sécurité des autres n'avait pas pu se protéger de son propre cœur. Surmontant un moment de faiblesse, j'ai ouvert la porte du bureau. L'odeur de vieux livres, de cuir et le léger arôme de tabac, Jean aimait sa pipe, m'a immédiatement enveloppée. Je suis entrée lentement, passant la main sur la surface polie du bureau. Tout était comme du vivant de mon mari. Des piles de magazines professionnels, une collection de serrures anciennes, son hobby, et des photographies de notre famille dans de simples cadres en bois. J'ai commencé à épousseter les étagères, touchant doucement chaque objet, me remémorant les histoires qui y étaient associées. Il y avait le modèle de la première serrure que Jean avait démontée et remontée à l'âge de 12 ans. Il y avait la médaille du service distingué qu'il avait reçue à l'armée. Et voici une petite boîte en bois qu'il avait rapportée d'un voyage d'affaires en Suisse l'année avant sa mort. J'ai pris la boîte dans mes mains, passant mes doigts sur les sculptures habiles. Jean y gardait ses trésors, les petites choses qu'il appelait les choses qui lui tenaient à cœur. Une fleur séchée de notre premier rendez-vous, un galet de la plage où nous avions passé notre lune de miel, une photographie miniature de moi encadrée. En ouvrant la boîte, j'ai souri à ces souvenirs. Puis mon regard est tombé sur quelque chose de métallique caché sous la doublure de velours. J'ai soulevé délicatement le tissu et j'ai découvert un petit jeu de fins outils en métal, des crochets de serrurier. Je les ai reconnus immédiatement, même si je ne les avais vus que quelques fois dans ma vie. Jean m'avait montré comment les utiliser, expliquant qu'il était important pour un consultant en sécurité de savoir non seulement comment protéger, mais aussi comment déjouer une défense. Tu sais, Élise, avait-il dit avec une lueur dans les yeux,
Chaque serrure peut être ouverte si tu connais sa construction et si tu as les bons outils. Tout est une question de patience et de sensibilité des doigts. En tenant les crochets dans ma main, une pensée soudaine m'a frappée. Et si je pouvais ouvrir les nouvelles serrures que Rémi avait installées? Et si je retrouvais ma liberté sans attendre le retour de mon fils et de ma belle-fille? La pensée était à la fois effrayante et excitante. Je n'avais pas utilisé de crochets depuis que Jean m'avait montré leur fonctionnement, et je n'étais pas sûre de me souvenir des subtilités. De plus, les nouvelles serrures étaient probablement plus complexes que celles sur lesquelles je m'étais entraînée des années auparavant. Mais quel choix avais-je? Rester enfermée pendant encore 11 jours, attendant le retour de mes geôliers? Non, je devais au moins essayer. J'ai glissé les crochets dans la poche de ma robe de chambre et j'ai continué le ménage. Mais mes pensées étaient loin. Un plan commençait à se former dans ma tête. Ce soir-là, après le dîner et des lasagnes réchauffées de la livraison portionnée par Laure, j'ai sorti les crochets et les ai examinés de près. Le jeu était compact, 5 fins outils en métal de formes différentes, chacun ayant un but précis. Je me souvenais vaguement de comment Jean les appelait: tendeur, crochet, diamant, demi-cercle, serpent. D'abord, j'ai décidé de m'entraîner sur quelques vieux cadenas de la collection de mon mari. Prenant un cadenas simple, j'ai essayé de me souvenir de la séquence des opérations. Un tendeur est inséré dans le bas de la serrure et tourné légèrement, créant une pression. Puis un autre outil, un crochet ou un serpent, est utilisé pour manipuler les goupilles à l'intérieur de la serrure. Mes premières tentatives furent maladroites. Mes doigts, autrefois agiles grâce à des années d'enseignement du dessin, étaient devenus moins sensibles avec l'âge. Je n'arrivais pas à sentir les clics subtils qui signifiaient que la goupille tombait en place. Après 1 heure de tentatives infructueuses, mes mains ont commencé à trembler d'épuisement, et mes yeux à pleurer de fatigue. Mais je n'ai pas abandonné. Chaque fois que je voulais arrêter, je me souvenais des mots de Rémi. Personne ne doit te voir. Reste assise là jusqu'à notre retour de croisière. Et la colère me donnait de la force. Le 2e jour d'entraînement, j'ai senti des progrès. Le vieux cadenas a cédé, cliquant après quelques minutes de manipulation. La joie de ce petit succès était indescriptible. Je suis passée aux serrures plus difficiles de la collection de Jean, travaillant méthodiquement avec chacune, me souvenant et affinant mes compétences. Le soir du 4e jour de confinement, j'ai décidé que j'étais prête à essayer la serrure de la porte d'entrée. Après avoir attendu la tombée de la nuit, je ne voulais pas que les voisins voient la lumière du couloir à 1 heure indue et soupçonnent quelque chose d'anormal. Je me suis mise au travail. La nouvelle serrure était plus compliquée que je ne l'avais prévu. C'était une serrure à cylindre avec un système de goupilles qui exigeait une précision extrême. J'ai passé près de 2 heures à essayer de trouver la bonne position pour chaque goupille. Mes mains me faisaient mal, la sueur perlait sur mon front. Juste au moment où j'étais prête à abandonner, quelque chose à l'intérieur de la serrure a cliqué et le mécanisme a tourné. La porte s'est ouverte. Je suis restée dans l'embrasure de la porte, regardant la rue sombre, n'en croyant pas mes yeux. L'air frais de la nuit a touché mon visage, apportant l'odeur de la pluie et de la liberté. J'ai fait un pas en avant, puis un autre, me retrouvant sur mon propre porche pour la première fois en 4 jours. Le monde à l'extérieur de la maison semblait vaste et un peu effrayant. Le silence de Valmont la nuit n'était rompu que par le bruissement des feuilles et le passage occasionnel d'une voiture au loin. J'ai inspiré profondément, savourant le sentiment d'espace, mais l'euphorie a été rapidement remplacée par le réalisme. Il était tard dans la nuit. Pas un bon moment pour une femme de 68 ans pour se promener. De plus, je devais apprendre à verrouiller la serrure derrière moi pour que personne ne soupçonne mon évasion. Je suis retournée dans la maison. J'ai soigneusement fermé la porte et j'ai passé une autre heure à m'entraîner à verrouiller et déverrouiller la nouvelle serrure. Au matin, j'avais maîtrisé la technique suffisamment pour me sentir en confiance. Le plan était finalisé. Demain, après la visite de l'assistante sociale, j'irai me promener. Une courte promenade, 1 heure ou 2, pour m'habituer à ma nouvelle liberté et ne pas éveiller les soupçons si quelqu'un appelait sur le téléphone fixe. Madame Morin est arrivée à 10 heures précises, comme promis. C'était une femme agréable d'âge moyen, avec des yeux bienveillants et des mouvements calmes. « Comment vous sentez-vous, Madame Blanchard ?» a-t-elle demandé en prenant ma tension. « Bien, compte tenu des circonstances », ai-je répondu avec un léger sourire. « Votre fils est très inquiet pour vous », a-t-elle remarqué, notant une indication dans son carnet. « Il a appelé hier pour demander si je devais augmenter la fréquence de mes visites. » J'ai failli rire. Bien sûr, Rémi était inquiet, non pas pour moi, mais pour que son plan fonctionne parfaitement.
Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit calmement. Je me débrouille très bien toute seule. Ma livraison de nourriture fonctionne sans problème, et je prends mes médicaments à l'heure. Madame Morin a hoché la tête avec un soulagement visible. Apparemment, elle avait assez de personnes à s'occuper sans moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit entre mes visites, appelez-moi, a-t-elle dit en se préparant à partir. Le numéro est sur la liste que votre belle-fille a laissée. Après son départ, j'ai attendu une demi-heure au cas où elle aurait oublié quelque chose et reviendrait, puis je me suis changée pour mettre une robe simple, j'ai enfilé un manteau léger, j'ai pris les crochets de serrurier et je suis allée à la porte d'entrée. La serrure a cédé plus rapidement que la veille. Je suis sortie sur le porche, j'ai soigneusement verrouillé la porte derrière moi et j'ai descendu les marches. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Je me sentais comme une fugitive, une écolière qui s'était échappée de la classe, une criminelle qui s'était évadée. La pensée d'être Élise Blanchard, 68 ans, forcée de me faufiler dans ma propre rue, était à la fois absurde et amère. J'ai décidé d'aller au parc. Il n'était qu'à 3 rues de chez moi et avait été mon lieu de promenade préféré avant que Rémi ne restreigne mes mouvements. C'était une journée ensoleillée malgré les prévisions de pluie, et de nombreux habitants de Valmont profitaient de la fraîche journée d'automne. Au parc, je me suis assise sur un banc près de l'étang, regardant les canards et appréciant les choses simples, l'air frais, le bruissement des feuilles, les rires des enfants de l'aire de jeu voisine. Comme il en faut peu pour être heureux quand on est privé même de cela. Élise. Élise Blanchard, c'est bien toi? Je me suis retournée au son d'une voix familière et j'ai vu Paul Martin, ma vieille amie et collègue de l'école où j'enseignais les arts plastiques. Paul, une petite femme énergique avec une tignasse de cheveux gris, m'avait toujours fait penser à un colibri, tout aussi rapide, vive et agitée. Paul, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Comme je suis contente de te voir. Nous nous sommes étreintes et Paul s'est immédiatement assise à côté de moi, me scrutant. Comment vas-tu? Je ne t'ai pas vu depuis. Combien de temps? 3 mois? Pas depuis que tu as eu ce. Comment ça s'appelle? Un micro-AVC. Presque 6 mois. Ai-je corrigé? Eh oui, depuis, Rémi a restreint mes sorties. Paul a froncé les sourcils. C'est bien ce que je pensais. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais ton fils répondait toujours que tu te reposais ou que tu ne pouvais pas venir au téléphone. Je commençais à m'inquiéter. J'ai soupiré. Bien sûr, Rémi filtrait mes appels, décidant avec qui je pouvais ou ne pouvais pas parler. Paul, avec sa franchise et ses opinions indépendantes, ne faisait clairement pas partie des contacts approuvés. Comme tu peux le voir, je suis vivante et relativement en bonne santé, ai-je dit, essayant de paraître enjouée. Je suis juste, consignée à domicile. Comment ça? Paul a froncé les sourcils encore plus fort. Et je lui ai tout raconté. Le contrôle croissant de Rémi et Laure, la croisière qu'ils avaient gagnée, les nouvelles serrures, et comment j'avais découvert les crochets de Jean et appris à les utiliser. Bon sang, Élise, s'est exclamé Paul quand j'ai eu fini. Quelques passants se sont retournés au son de sa voix, et elle a baissé le ton. Je veux dire, c'est illégal. Il n'a pas le droit de t'enfermer, même s'il est ton fils. Je sais, ai-je acquiescé. Mais il est convaincu qu'il agit dans mon intérêt, que je ne peux pas prendre soin de moi-même. Paul a reniflé. Je te connais depuis 40 ans, Élise. Tu as toujours été la plus organisée et la plus posée de nous toutes. Un micro-AVC n'a pas pu changer ça. Son indignation et sa confiance en moi ont été comme un baume pour mon âme. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne me regardait pas avec pitié ou condescendance, mais avec respect. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Paul. Tu ne peux pas simplement attendre qu'il revienne et continue à contrôler ta vie. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Pour l'instant, je profite juste de pouvoir sortir de la maison. Mais tu as raison. Il faut un plan pour l'avenir. Paul a réfléchi, tapotant ses doigts sur le banc. Tu sais quoi? Notre club de lecture se réunit demain. Tu devrais venir. Ton esprit vif nous manque, et un peu de socialisation te ferait du bien. En plus, nous avons un nouveau membre, Étienne Perrin. C'est un avocat à la retraite spécialisé en droit de la famille. Il pourrait peut-être te donner quelques conseils utiles. J'ai hésité. D'un côté, l'idée de sortir, de voir de vieilles amies, de rencontrer de nouvelles personnes était incroyablement tentante. D'un autre côté, le risque d'être découverte augmentait à chaque sortie. Ne t'inquiète pas, a dit Paul comme si elle avait lu dans mes pensées. On se réunit à la bibliothèque, dans la petite salle de réunion.
Il n'y a pas grand monde à part nous. Et personne ne t'appellera à la maison, promis. D'accord, ai-je décidé. À quelle heure et où exactement? 14 heures, bibliothèque municipale, salle de réunion au premier étage. Tu te souviens où c'est? J'ai hoché la tête. C'était à environ 20 minutes de marche de chez moi, une distance gérable même pour mes jambes de 68 ans. Nous avons encore parlé un peu avec Paul de la vie à Valmont, de nos connaissances communes, des nouveaux livres. Puis j'ai regardé ma montre et j'ai réalisé qu'il était temps de rentrer. Une autre livraison de nourriture arrivait bientôt. À demain, Élise. Paul m'a serré dans ses bras en partant. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu as des amis qui t'aideront. Je suis rentré juste à temps. Le livreur est arrivé 10 minutes après moi. J'ai passé toute la soirée de bonne humeur, attendant avec impatience la réunion du lendemain. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir. Le lendemain, je me suis soigneusement préparé pour sortir. J'ai choisi ma meilleure robe décontractée, une bleue marine avec un petit motif floral que Laure, par miracle, n'avait pas jeté lors du tri de ma garde-robe. Je me suis coiffée, j'ai même appliqué un léger maquillage. En me regardant dans le miroir, j'ai été surprise de constater que j'avais l'air beaucoup plus jeune et plus énergique que ces derniers mois. Il y avait une étincelle dans mes yeux, et mes joues étaient légèrement rougies par l'excitation. Je suis partie de la maison à 13 heures précises, m'assurant qu'il n'y avait pas d'inconnu dans la rue qui pourrait signaler mon escapade à Rémi. Le trajet jusqu'à la bibliothèque a pris un peu plus de temps que prévu en raison de mon âge et de ma longue absence de marche, mais je suis arrivée à l'heure, je suis montée au premier étage et j'ai trouvé la salle que je cherchais. Paul m'a vu dès que j'ai ouvert la porte et m'a fait un signe joyeux. Les amis, regardez qui est là. Élise Blanchard, notre brebis égarée. Il y avait 10 personnes dans la pièce, principalement des femmes de mon âge ou légèrement plus jeunes. J'en ai reconnu quelques-unes, d'anciennes camarades d'école, des voisines, de vieilles connaissances. Toutes m'ont accueilli avec une chaleur sincère, m'ont demandé des nouvelles de ma santé et ont exprimé leur joie de me voir. Voici le nouveau membre dont je t'ai parlé, a dit Paul en me conduisant vers un homme grand, aux cheveux gris, avec une barbe soignée. Étienne Perrin, ancien avocat, actuel amateur de livres et critique littéraire. Étienne a souri et m'a tendu la main. Il avait un visage ouvert et amical, avec des yeux gris intelligents et un réseau de rides qui témoignaient d'une habitude de sourire. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Blanchard, a-t-il dit d'une voix basse et bien posée. Paul m'a beaucoup parlé de vous. Appelez-moi Élise, s'il vous plaît, ai-je dit en lui serrant la main. Ravi de vous rencontrer également. La réunion du club de lecture a commencé par une discussion sur le dernier livre lu, un roman sur une vieille femme de 70 ans qui parcourait le monde contre la volonté de ses enfants adultes. Je n'avais pas lu le livre, mais le sujet me tenait tellement à cœur que j'ai participé activement à la discussion. C'est incroyable comme la société infantilise les personnes âgées, ai-je fait remarquer à un moment donné. Dès que vous atteignez un certain âge, les gens commencent à vous traiter comme un enfant, incapable de prendre des décisions. Je suis d'accord, a acquiescé Étienne. Dans ma pratique d'avocat, j'ai souvent vu ça. Des enfants adultes bien intentionnés prennent le contrôle de la vie de leurs parents, sans se rendre compte qu'ils leur volent leur dignité et leur autonomie. C'est exactement ce qui arrive à Élise, est intervenu Paul, me jetant un regard d'excuse. Je suis désolé, ma chérie, mais j'ai parlé à Étienne de ta situation. Je pensais qu'il pourrait peut-être aider. Je ne lui en voulais pas. Après tout, j'espérais moi-même obtenir des conseils d'un ancien avocat. Après la partie formelle de la réunion, lorsque les participants se sont dispersés en petits groupes pour une socialisation informelle, Étienne s'est assis avec moi. Paul m'a parlé de votre situation, Élise, a-t-il dit sans préambule. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous poser quelques questions. J'ai hoché la tête et Étienne a commencé à me demander des détails sur ma santé avant et après le micro-AVC, sur l'augmentation progressive du contrôle de Rémi, sur sa décision de m'enfermer dans la maison pendant la durée de la croisière. Il a écouté attentivement, prenant occasionnellement des notes dans un petit carnet qu'il a sorti de la poche de sa veste. Ce que fait votre fils est illégal, a-t-il dit lorsque j'ai terminé mon histoire. Cela s'appelle la séquestration illégale, et c'est un crime, même si c'est fait de bonne foi. De plus, vous avez le droit à l'autodétermination jusqu'à ce que vous soyez déclaré incapable par un tribunal, ce qui, si j'ai bien compris, n'est pas arrivé. Que suggérez-vous, ai-je demandé. Je ne veux pas poursuivre mon propre fils en justice. Étienne s'est frotté la barbe pensivement. Je comprends ce que vous ressentez,
mais vous devez protéger vos droits avant que les choses n'empirent. Je suggère une approche globale. Il a sorti une feuille de papier vierge et a commencé à écrire. Premièrement, vous devez obtenir un examen médical indépendant. Un de mes amis, le docteur Fournier, est un neurologue expérimenté spécialisé dans les patients âgés. Il serait en mesure d'évaluer votre état objectivement, sans parti pris. J'ai hoché la tête et Étienne a continué. Deuxièmement, des conseils juridiques. Je peux vous aider à rédiger des documents pour prouver votre capacité et votre droit à prendre vos propres décisions. Il pourrait être utile de revoir votre testament et vos procurations, en vous assurant qu'ils reflètent vos souhaits actuels et ne donnent pas trop de pouvoir à votre fils. 2, 3. Troisièmement, il a retourné la feuille, un système de soutien. Vous avez besoin de personnes qui peuvent valider votre capacité à vivre de manière indépendante. Des voisins, des amis, peut-être une aide régulière à domicile, mais selon vos conditions, non imposées de l'extérieur. Le plan d'Étienne était logique et complet. Il offrait non seulement une lutte contre Rémi, mais une alternative à son contrôle. Un système qui me fournirait sécurité et soutien, mais maintiendrait mon indépendance. Qu'en pensez-vous ? A demandé Étienne en terminant son explication. C'est exactement ce dont j'ai besoin, ai-je répondu avec gratitude. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir organiser tout ça dans le temps qu'il me reste. Rémi sera de retour dans une semaine. Nous allons aider, est intervenu Paul, s'approchant de nous avec une tasse de thé. Vous avez toute une armée de soutien maintenant, Madame Blanchard. N'est-ce pas, les amis ? Elle a regardé autour de la pièce et plusieurs personnes ont hoché la tête vigoureusement. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, de gratitude, de soulagement, de la prise de conscience que je n'étais plus seule dans ma lutte. Merci, ai-je dit, essayant de retenir mes larmes. À vous tous. La matinée a commencé par un coup de téléphone. Je prenais juste mon petit déjeuner quand le son strident du vieil appareil que Rémi m'avait laissé à la place de mon téléphone portable a retenti. C'était mon fils au bout du fil. « Maman, c'est moi. Comment vas-tu » Sa voix semblait insouciante, avec une pointe de cette gaieté artificielle que les gens utilisent souvent pour masquer leur anxiété. Il y avait le bruit des vagues et des voix lointaines en arrière-plan. « Tout va bien, Rémi » ai-je dit, en essayant de garder ma voix normale. Comment se passent vos vacances ? C'est génial. Hier, nous avons fait une excursion sur la barrière de corail et aujourd'hui, nous allons dans un domaine viticole. Laure est dithyrambique sur la cuisine locale. J'ai écouté son récit enthousiaste de la croisière, hochant la tête même s'il ne pouvait pas me voir et répondant machinalement au bon moment. Un mélange d'amertume et de détermination bouillonnait en moi. Pendant qu'ils profitaient de leurs vacances, je planifiais ma libération. L'assistante sociale vient ? La livraison de nourriture fonctionne bien ? A demandé Rémi après une autre description colorée du coucher de soleil caribéen. Oui, tout est dans les temps, ai-je répondu. Madame Morin est passée hier pour prendre ma tension. Elle a dit que c'était bon. C'est super. J'ai pu entendre le soulagement dans sa voix. On s'inquiétait vraiment que tu puisses, tu sais, oublier de prendre tes médicaments ou de mal réchauffer ta nourriture. J'ai serré les dents, retenant l'envie de lui dire que non seulement je réchauffais correctement la nourriture, mais que je sortais aussi de la maison qu'il avait transformée en prison, que je voyais des amis et que je planifiais une action en justice contre son comportement de justicier. Je vais bien, Rémi, ai-je dit à la place. Ne t'inquiète pas et profite de tes vacances. Après avoir parlé à mon fils, je me suis mise à me préparer. Aujourd'hui était le grand jour, la première étape de mon plan pour retrouver mon indépendance. Étienne avait pris rendez-vous avec le docteur Fournier, son ami neurologue, pour 10 heures du matin. Paul devait venir me chercher en voiture à 9h30. Je me suis habillée avec soin, choisissant un tailleur pantalon strict que j'avais réussi à cacher du tri de l'or. J'ai rassemblé tous les dossiers médicaux que j'ai pu trouver, mes papiers de sortie de l'hôpital après mon micro-AVC, les résultats de mes derniers tests, une liste des médicaments que je prenais. À 9h30 précise, la Toyota bleue de Paul s'est garée devant la maison. Je suis sortie rapidement, verrouillant la porte derrière moi, et je me suis assise sur le siège avant. « Prête pour la bataille ?» a demandé Paul avec un sourire malicieux en démarrant. « Plus que jamais » ai-je répondu en bouclant ma ceinture de sécurité. La clinique du docteur Fournier était située dans un nouveau centre médical à la périphérie de Valmont. Le bâtiment moderne en verre et en béton avait l'air imposant, mais l'intérieur était chaleureux et convivial. Étienne nous attendait déjà dans la salle de réception, feuilletant une revue médicale.
Bonjour, mesdames, nous a-t-il accueillis en se levant. Le docteur Fournier est prêt à nous recevoir tout de suite. Il a libéré toute la matinée. Le docteur William Fournier s'est avéré être un homme petit et corpulent, avec des yeux sombres et vifs et une barbe grise soignée. Il m'a accueilli chaleureusement, comme si nous étions de vieilles connaissances, et m'a offert un fauteuil confortable en face de son bureau. Étienne m'a exposé votre situation, Madame Blanchard, a-t-il commencé en examinant les papiers que j'avais apportés. Je dois dire que je trouve les actions de votre fils professionnellement déconcertantes. Un micro-AVC est une condition sérieuse, bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour une restriction aussi drastique de la liberté. J'ai hoché la tête, soulagée d'être enfin prise au sérieux. Je vais effectuer un examen neurologique complet aujourd'hui, a poursuivi le médecin. Il comprendra une évaluation des fonctions cognitives, de la mémoire, de la coordination, de la parole et d'autres aspects. Cela prendra environ 3 heures. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais également faire une IRM du cerveau pour comparer avec les résultats qui ont été obtenus immédiatement après le micro-AVC. J'accepte toutes les procédures nécessaires, ai-je répondu fermement. Les heures suivantes se sont déroulées en tests et examens intenses. Le docteur Fournier était minutieux et attentif, mais amical. Il expliquait chaque test, son but et ce qu'il évaluait exactement. J'ai fait de mon mieux, réalisant l'importance de ces résultats pour mon avenir. Une fois toutes les procédures terminées, nous nous sommes réunis à nouveau dans le bureau du médecin. Paul et Étienne, qui m'avaient attendu dans la salle d'attente pendant tout ce temps, nous ont rejoints. Eh bien, Madame Blanchard, a déclaré le docteur Fournier en examinant les résultats des tests. Je peux affirmer sans risque que vous êtes en excellente forme pour votre âge et compte tenu du micro-AVC que vous avez subi. Vos fonctions cognitives sont pratiquement intactes. Votre mémoire est bonne. Votre coordination est normale. Oui, il y a quelques changements liés à l'âge, mais ils ne sont pas hors normes et certainement pas une raison de limiter votre indépendance. J'ai senti la tension que je portais depuis des mois commencer à se relâcher. Mes soupçons étaient confirmés. Je n'étais pas la vieille femme incapable que Rémi et Laure avaient essayé de faire de moi. Je préparais un rapport détaillé, a poursuivi le médecin, indiquant que vous êtes tout à fait capable de vivre de manière indépendante avec un soutien minimal. Par soutien minimal, j'entends des contrôles médicaux réguliers et peut-être une aide pour les tâches physiques lourdes. Mais vous enfermer dans la maison, c'est totalement déraisonnable sur le plan médical. Merci, docteur, ai-je dit, sentant des larmes de soulagement monter à mes yeux. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour moi. Je ne peux que l'imaginer, a-t-il répondu doucement. La perte d'indépendance est l'une des plus grandes craintes des personnes âgées. Parfois, elle est médicalement nécessaire, mais beaucoup plus souvent, elle est inutile en raison des peurs et des préoccupations des proches. Après la clinique, Étienne nous a emmenés au bureau de son confrère, Maître Mercier, spécialisé dans les droits des personnes âgées. Maître Mercier s'est avéré être un homme énergique d'âge moyen, avec un regard perçant et un débit rapide. Ce que votre fils a fait, Madame Blanchard, a-t-il dit après que je lui ai exposé mon histoire, c'est de la séquestration illégale et cela relève du code pénal, même s'il a agi de bonne foi, la loi est de votre côté. Je ne veux pas poursuivre Rémi en justice, ai-je répondu. Mais je dois me protéger de nouvelles tentatives de contrôle. Maître Mercier a hoché la tête, prenant des notes dans son carnet. Il existe plusieurs mécanismes juridiques que nous pouvons utiliser. Premièrement, une déclaration de capacité soutenue par le rapport du docteur Fournier. Deuxièmement, une révision de votre testament et de tout mandat de protection future qui pourrait donner à votre fils trop de pouvoir sur vos affaires. Troisièmement, nous pouvons préparer des directives anticipées qui définissent clairement qui peut prendre quelle décision dans le cas où vous deviendriez effectivement incapable à l'avenir. 2-4. Nous avons passé 2 heures dans le bureau de Maître Mercier, examinant attentivement chaque document. À la fin de la réunion, j'avais un nouveau testament précisant les conditions de l'héritage de Rémi, des directives anticipées désignant Paul comme ma personne de confiance en cas d'incapacité, et une déclaration affirmant mon droit de vivre de manière indépendante et de prendre des décisions concernant ma vie. 4. Ces documents sont juridiquement contraignants, a expliqué Maître Mercier en me remettant un dossier de copie. Si votre fils essayait de les contester, il devrait prouver devant un tribunal que vous étiez incapable lorsque vous les avez signés. Et le rapport du docteur Fournier rend cela presque impossible. Je me suis senti étrangement revigoré en quittant le bureau de l'avocat. C'était comme si le poids de mois d'incertitude et d'impuissance commençait à tomber de mes épaules. Mais il restait encore beaucoup à faire.
Le prochain point de notre plan est un système de soutien, a dit Étienne alors que nous montions dans sa voiture. Vous devez prouver que vous pouvez vivre seul avec un réseau fiable de personnes autour de vous qui vous aideront en cas de besoin, mais ne contrôleront pas chacun de vos mouvements. Nous sommes allés voir Madame Dubois, ma voisine, avec qui j'avais toujours été en bons termes avant que Rémi ne commence à limiter mes contacts. C'était une veuve comme moi, mais un peu plus jeune, environ 60 ans. Active et sociable, elle m'invitait toujours à ses réunions de jardinage, et je partageais avec elle des recettes de pâtisserie maison. Madame Dubois a été sincèrement heureuse de me voir et indignée d'apprendre les agissements de Rémi. Bien sûr que je vais aider, ma chère, a-t-elle dit en nous servant du thé. Nous pourrions aller faire les courses ensemble 2 fois par semaine. J'ai une voiture. Ce ne serait pas un problème et j'adorerais la compagnie. Faire les courses seul est si ennuyeux. J'ai accepté avec gratitude son offre. Nous nous sommes mises d'accord sur les jours et les heures de nos courses communes, et j'ai senti une autre pièce du puzzle de ma vie indépendante se mettre en place. Après avoir visité Madame Dubois, nous nous sommes rendus à un centre technologique pour seniors dont Étienne avait entendu parler par sa fille qui travaillait dans l'informatique. Le centre proposait des cours sur l'utilisation des technologies modernes pour aider les seniors à maintenir leur indépendance. Nous pouvons installer quelques applications utiles sur votre ordinateur et votre futur smartphone, a expliqué une jeune femme nommée Hélène, conseillère au centre. Par exemple, un programme pour vous rappeler de prendre vos médicaments, une application pour commander des courses avec livraison, des systèmes d'appel d'urgence pour l'aide. J'ai écouté son explication avec un intérêt croissant. La technologie n'avait jamais été mon point fort. Je préférais les méthodes traditionnelles, mais maintenant j'étais prête à apprendre tout ce qui pourrait m'aider à maintenir mon indépendance. De plus, a poursuivi Hélène, nous avons un groupe de soutien pour les personnes confrontées à des défis similaires. Ils se réunissent 1 fois par semaine pour discuter de leurs difficultés, partager leurs expériences et se soutenir mutuellement. Peut-être serait-il utile pour vous de vous joindre à eux. Le soir, je me sentais à la fois encouragée et épuisée. Nous avions accompli tant de choses en une seule journée. Un examen médical, une consultation juridique, un arrangement avec une voisine, une introduction aux solutions technologiques et l'inscription à un groupe de soutien. Le plan prenait forme, mais je réalisais que ce n'était que le début. Je dois rentrer à la maison avant l'arrivée de l'assistante sociale, ai-je dit en regardant ma montre. Madame Morin devrait être là à 17 heures. Étienne a hoché la tête et m'a ramené. Sur le chemin, nous avons discuté des prochaines étapes. Je devais continuer à m'entraîner au crochetage pour pouvoir sortir librement de la maison, assister aux cours du groupe de soutien et de technologie, et rester en contact avec le docteur Fournier pour des contrôles réguliers. Le plus important est de ne pas éveiller les soupçons de l'assistante sociale et de votre fils, m'a rappelé Étienne en arrêtant la voiture au coin de ma rue. S'il découvrait vos escapades trop tôt, il pourrait prendre des mesures encore plus strictes. J'ai hoché la tête, réalisant la gravité de la situation. Je devais être très prudente pour rentrer à temps, ne laisser aucune trace de mes escapades. Merci, ai-je dit en serrant la main d'Étienne. Pour tout ce que vous faites pour moi. De rien, a-t-il souri. Je ne supporte tout simplement pas l'injustice, surtout quand elle est déguisée en sollicitude. Je suis rentrée 20 minutes avant l'arrivée de Madame Morin. J'ai rapidement changé pour des vêtements d'intérieur. J'ai arrangé mes affaires comme si j'avais été à la maison toute la journée, et j'ai même eu le temps de mettre la bouilloire à chauffer pour le thé. L'assistante sociale est arrivée pile à l'heure. Elle a pris ma tension, m'a demandé comment je me sentais, ce que je mangeais, ce que je prenais comme médicament. J'ai répondu calmement et avec assurance, sans trahir mon excitation. Vous avez meilleure mine que la dernière fois, a dit Madame Morin en notant les relevés du tensiomètre. Plus vive. J'essaie de garder le moral, ai-je répondu avec un léger sourire. Je lis des livres, je regarde de vieux films. Vous savez, parfois, être seul peut être utile. Ça donne le temps de réfléchir à la vie. Elle a hoché la tête avec une légère surprise, ne s'attendant clairement pas à une réponse aussi philosophique à un confinement. Après son départ, je me suis permis de me détendre et de réfléchir aux événements de la journée. Les jours suivants ont suivi un rythme similaire. Je quittais la maison avec mes crochets de serrurier, je rencontrais Étienne, Paul et d'autres aides, j'assistais à des cours de technologie et à un groupe de soutien, puis je rentrais à la maison avant l'arrivée de la livraison de nourriture ou la visite de l'assistante sociale. Au groupe de soutien, j'ai rencontré des personnes dont les histoires étaient similaires à la mienne. Harold, dont la fille l'avait placé dans une maison de retraite contre son gré. Betty,
dont le fils gérait ses finances en lui donnant de l'argent de poche comme si elle était une enfant. Lilian, que des parents avaient persuadé de vendre sa maison et d'emménager avec eux sans tenir compte de ses souhaits. Le plus frustrant, a dit Lilian lors d'une des réunions, c'est qu'ils croient vraiment faire ce qu'il faut. Ils ne voient pas ça comme du contrôle ou un manque de respect. Ils appellent ça de la sollicitude et ne comprennent sincèrement pas pourquoi nous résistons. J'ai hoché la tête, reconnaissant ma situation dans ses paroles. Rémi n'était pas un méchant. Il se souciait vraiment de moi, mais son inquiétude s'était transformée en contrôle, et son contrôle en incarcération. Dans mes cours de technologie, j'ai appris plusieurs applications utiles. Un calendrier avec des rappels de médicaments, un programme pour commander des courses, une application d'appel d'urgence qui pouvait me mettre en contact avec les services d'urgence ou des contacts sélectionnés d'une simple pression sur un bouton. Hélène, la conseillère du centre, était patiente et compréhensive. Elle ne me pressait pas, expliquait tout en mots simples sans jargon technique, et était toujours prête à répéter l'explication si je ne comprenais pas quelque chose. « Vous apprenez vite, Madame Blanchard », a-t-elle dit après notre 4e cours. « Beaucoup de personnes de votre âge mettent beaucoup plus de temps à maîtriser ces applications. » J'ai souri, me sentant fière de manière inattendue. À 68 ans, je maîtrisais de nouvelles technologies, je faisais des plans, je me battais pour mon indépendance, alors que mon fils de 42 ans me croyait pratiquement incapable. Avec Madame Dubois, nous avons fait plusieurs sorties pour les courses. Elle s'est avérée être une merveilleuse compagne, joyeuse, énergique, avec un esprit vif et un sens de l'humour. Nous discutions de livres, partagions des souvenirs de nos défunts maris, et parlions de jardinage et de cuisine. Après tant de mois de socialisation limitée, ces conversations étaient comme une bouffée d'air frais pour moi. « Vous savez, Élise », m'a-t-elle dit un jour alors que nous rentrions du supermarché. « J'ai toujours pensé que vous étiez l'une des femmes les plus posées et organisées de notre quartier. Je ne peux pas imaginer comment votre fils a pu penser que vous n'étiez pas capable de vous occuper de vous-même. » La peur, ai-je répondu en l'aidant à décharger les sacs de la voiture. Rémi a toujours eu peur du changement, de l'incertitude. Mon micro-AVC l'a effrayée, l'a fait me voir vulnérable. Et Laure, je pense qu'elle me voit juste comme un fardeau. Eh bien, ils vont avoir une surprise, a dit Madame Dubois avec un clin d'œil, quand ils reviendront et découvriront que non seulement vous avez survécu sans leur contrôle, mais que vous avez complètement réorganisé votre vie. J'ai souri en imaginant l'expression de Rémi quand il apprendrait tous les changements, mais le sourire s'est vite estompé, remplacé par l'inquiétude. Je ne savais pas comment il réagirait. Accepterait-il ma décision, ou essaierait-il d'exercer un contrôle encore plus strict? Étienne m'a rassuré, me disant que légalement j'étais protégée, que les nouveaux documents me donnaient le droit à l'autodétermination, que le rapport du docteur Fournier confirmait ma capacité juridique. Mais je connaissais mon fils. Il était têtu et pensait toujours savoir mieux que tout le monde. 2 jours avant le retour de Rémi et Laure, Étienne, Paul, Maître Mercier et moi nous sommes réunis chez Paul pour une dernière discussion du plan. Sur la table se trouvaient tous les documents que nous avions préparés, le rapport médical, les papiers juridiques, le planning de mon nouveau système de soutien. Donc, a dit Maître Mercier en examinant les documents, quand votre fils et votre belle-fille reviendront, vous leur présenterez un fait accompli. Non seulement vous avez survécu à leur absence sans problème, mais vous avez organisé votre vie de manière à pouvoir maintenir votre indépendance avec le soutien nécessaire. S'ils insistent pour continuer à vous contrôler, a ajouté Étienne, vous leur montrerez ces documents et leur expliquerez que vous êtes prête à engager des poursuites judiciaires s'ils n'acceptent pas votre décision. Et s'ils essaient de contester votre capacité juridique, a demandé Paul, pensant toujours au pire scénario. Ils devraient prouver devant un tribunal que Madame Blanchard est incompétente, a répondu Maître Mercier. Et avec le rapport du docteur Fournier et le témoignage de vous tous sur son activité et sa clarté d'esprit ces derniers jours, ce serait presque impossible. J'écoutais leur discussion, ressentant un étrange mélange de détermination et de peur. Je ne voulais pas de conflit avec mon fils. Je ne voulais pas le menacer d'un procès ou d'une rupture de relation. Mais je ne pouvais pas non plus continuer à vivre dans une cage, même dorée par la sollicitude. Il y a autre chose, ai-je dit alors que la discussion commençait à s'éteindre. Je veux que vous soyez tous chez moi quand Rémi et Laure reviendront. Pas seulement comme témoins, mais comme soutien moral. Ils se sont regardés un instant, puis Paul a hoché la tête avec détermination. Bien sûr, nous serons avec toi. Nous tous, y compris le docteur Fournier s'il le peut. Je l'appellerai, a dit Étienne. Je pense qu'il acceptera. Il était très indigné par votre situation.
Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je suis restée assise longtemps dans mon fauteuil, regardant les photos sur la cheminée. Jean, jeune et souriant. Rémi dans sa toge de diplômé. Nous trois lors d'un pique-nique il y a des années. Une famille heureuse qui s'était lentement désintégrée. D'abord avec la mort de Jean, maintenant avec ce conflit entre mon fils et moi. Je ne savais pas comment notre confrontation se terminerait. Mais j'étais sûre d'une chose. Je ne vivrais plus dans une cage créée par les peurs et le contrôle des autres. Je méritais la dignité et le droit de décider moi-même comment vivre les années qu'il me restait. Avec cette pensée à l'esprit, je suis allée me coucher, me préparant pour mon dernier jour de liberté avant le retour de Rémi et lors de leur croisière aux Caraïbes. Le jour du retour de Rémi et Laure est arrivé étonnamment vite. 2 semaines qui semblaient au départ une éternité de confinement s'étaient envolées dans un tourbillon d'activités et de préparatifs. Je me suis réveillée tôt, aux premières lueurs du jour, et j'ai immédiatement ressenti une excitation mêlée de détermination. Aujourd'hui allait être le jour où tout se déciderait. Rémi avait appelé la veille, m'informant que leur avion atterrirait à 11 heures du matin et qu'il serait chez moi vers 14 heures. Cela nous laissait amplement le temps de nous préparer. J'ai commencé par nettoyer la maison, non pas que je veuille impressionner mon fils et ma belle-fille, mais pour qu'ils ne puissent pas critiquer ma capacité à maintenir l'ordre. Ensuite, j'ai préparé un déjeuner léger, des sandwichs, de la salade, de la citronnade maison. Cuisiner m'a toujours calmée, me permettant de me concentrer sur des actions simples et compréhensibles. À midi pile, mes alliés ont commencé à arriver. Paul a été la première, avec un panier de brioches fraîches. Nerveuse, m'a-t-elle demandé en m'aidant à disposer les tasses de thé. Bien sûr que je le suis, ai-je répondu honnêtement. C'est mon fils, Paul, mon unique enfant. Je ne veux pas de guerre avec lui, mais je ne peux plus continuer à vivre selon ses règles. Elle m'a serré la main en guise de soutien silencieux. Paul, avec ses 3 enfants adultes, connaissait bien la complexité des relations parents-enfants, surtout lorsque les rôles commencent à s'inverser. Bientôt, Étienne et le docteur Fournier sont arrivés, puis Maître Mercier avec un dossier de papier, et enfin Madame Dubois, ma voisine, qui était devenue un élément important de mon nouveau système de soutien. Ils se sont installés dans le salon, parlant doucement, créant une atmosphère de confiance tranquille qui m'a aidé à gérer mon anxiété croissante. À 14h15, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un taxi d'où sortaient Rémi et Laure, bronzés et reposés. Ils avaient l'air heureux, insouciants, comme je ne les avais pas vus depuis longtemps. Rémi a payé le chauffeur, Laure a arrangé ses cheveux, et ils se sont dirigés vers la porte, ignorant ce qui les attendait à l'intérieur. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai croisé le regard d'Étienne, qui a hoché la tête de manière encourageante, et je suis allée ouvrir la porte. « Maman !» Rémi a souri largement en me voyant. « C'est si bon de te voir. Tu as l'air en forme. » Il m'a serré dans ses bras et, un instant, j'ai ressenti une vague de tendresse pour mon fils. Malgré tout ce qui s'était passé, je l'aimais. « Bonjour, Rémi », ai-je dit en me dégageant. « Bonjour, Laure. Comment s'est passée la croisière ?»« Parfaitement bien », a dit Laure avec la politesse artificielle qu'elle utilisait toujours en me parlant. « Les Caraïbes sont incroyables. On t'a ramené des souvenirs. »« C'est gentil », ai-je dit d'un ton neutre. « Entrez dans le salon. Nous avons des invités. » Rémi a froncé les sourcils, visiblement surpris. « Des invités ? Quels invités ? Comment sont-ils entrés dans la maison ? » Je n'ai pas répondu, je me suis simplement retournée et je suis entrée dans le salon, sachant qu'ils me suivraient. Quand Rémi et Laure sont entrés dans la pièce et ont vu les 5 personnes assises là, leurs visages ont exprimé un tel étonnement que dans une autre situation, j'aurais ri. « Que se passe-t-il » a demandé Rémi, déplaçant son regard de moi à la foule. « Qui sont tous ces gens ? Comment sont-ils entrés ? » Je les ai fait entrer, ai-je répondu calmement. Rémi, Laure, permettez-moi de vous présenter Paul Martin, une vieille amie, Étienne Perrin, un ancien avocat, le docteur William Fournier, un neurologue, Maître Mercier, un avocat en exercice, et Madame Dubois, ma voisine. Ils m'ont aidé au cours de ces 2 dernières semaines à comprendre et à changer certaines choses dans ma vie. Laure était devenue pâle malgré son bronzage caribéen, et Rémi avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. « Tu es sorti de la maison », a-t-il finalement réussi à articuler. « Mais comment ? Les serrures ? Ton père travaillait dans la sécurité, Rémi, ai-je dit. Il m'a laissé quelques outils et connaissances. Les crochets de serrurier sont étonnamment utiles, tu sais. Tu as crocheté les serrures ?
Maintenant, il avait l'air moins choqué qu'indigné. Maman, tu te rends compte à quel point c'est dangereux? Et s'il t'était arrivé quelque chose pendant que tu étais dehors? Et s'il m'était arrivé quelque chose pendant que j'étais enfermée dans la maison, ai-je paré? Et s'il y avait eu un incendie, une fuite de gaz ou une crise cardiaque? Tes serrures ne me protégeaient pas, Rémi. Elles me privaient de ma liberté et de ma dignité. Laure, ayant surmonté le choc initial, est passée à l'offensive. Élise, c'est très irresponsable. Nous nous sommes souciés de toi. Nous nous sommes souciés de ta sécurité. Et toi? Si je peux me permettre, est intervenu le docteur Fournier en se levant. J'aimerais clarifier quelque chose. J'ai effectué un examen neurologique complet sur Madame Blanchard il y a quelques jours. Les résultats montrent qu'elle est tout à fait capable de vivre de manière indépendante avec un soutien minimal. Le micro-AVC qu'elle a subi n'a pas affecté de manière significative ses fonctions cognitives ou sa capacité de décision. Depuis quand vois-tu un neurologue? S'est tourné Rémi vers moi, ignorant le médecin. Et qui sont tous ces gens, de toute façon? Comment les connais-tu? Si vous permettez, Maître Mercier s'est maintenant levé. Je suis l'avocat de Madame Blanchard. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons préparé un certain nombre de documents juridiques que j'aimerais vous présenter. Il a ouvert son dossier et a sorti plusieurs papiers. Premièrement, une déclaration de capacité soutenue par un rapport médical du docteur Fournier. Deuxièmement, un testament révisé. Troisièmement, des directives anticipées désignant Madame Martin comme personne de confiance en cas d'incapacité de Madame Blanchard. 4. Rémi avait l'air d'avoir été trahi. Il s'est tourné vers moi et j'ai vu dans ses yeux une douleur qui m'a poignardé le cœur. Maman, pourquoi? Je me suis toujours occupée de toi. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Je sais, mon fils, ma voix s'est adoucie. Je ne doute pas de tes intentions, mais la sollicitude n'est pas le contrôle. Tu m'as enfermé dans ma propre maison. Tu m'as pris mon téléphone portable, restreint mon ordinateur, interdit de sortir. Ce n'est pas de la sollicitude, Rémi. C'est une prison. Tu as agi dans notre dos, est intervenue Laure, les yeux brillants. Pendant que nous nous reposions, croyant que tu allais bien, tu as organisé tout ça. Elle a fait un geste circulaire dans la pièce. C'est de la manipulation, Élise. De la pure manipulation. Non, Laure. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La manipulation, c'est quand toi et Rémi m'avez convaincu que j'étais incompétente. Quand vous avez pris des décisions pour moi sans me demander mon avis. Quand vous avez transformé ma maison en cage. J'ai juste récupéré ce que vous m'aviez pris, ma liberté et ma dignité. Il y eut un lourd silence dans la pièce. Rémi fixait le sol. Laure pinçait les lèvres en une fine ligne. Mes amis et conseillers étaient assis en silence, réalisant que c'était un moment entre moi et ma famille. J'ai réécrit mon testament, ai-je finalement dit. Rémi, tu as toujours été et resteras mon seul héritier. Mais maintenant, il y a une condition. Tu n'hériteras que si tu cesses d'essayer de contrôler ma vie. Si tu continues, tout ira au fond pour les personnes âgées. Tu me fais du chantage, Rémi a levé les yeux, la colère dans le regard. Tu utilises l'argent pour me faire obéir. Non, mon fils. Je pose juste des limites. Et je te donne le choix de les respecter ou non. Et si nous disons non, a demandé Laure en croisant les bras sur sa poitrine. Si nous pensons que tu as encore besoin de notre aide et de notre contrôle. Alors je porterai plainte pour séquestration illégale, ai-je dit fermement. Et je demanderai une ordonnance restrictive pour vous interdire de vous approcher de moi et de ma maison. Je ne veux pas ça, Laure. Je veux une relation avec vous deux, mais à mes conditions, pas aux vôtres. Rémi avait l'air choqué. Il a regardé le docteur Fournier, puis Maître Mercier, comme pour chercher une faille. Ce n'est pas possible, a-t-il marmonné. Maman n'aurait pas pu organiser tout ça toute seule. Vous. Il s'est tourné vers Étienne. Vous avez profité de sa vulnérabilité, vous aussi. Arrête, Rémi, les jeux coupés sèchement. Ne blâme pas les autres pour mes décisions. Oui, j'ai eu de l'aide et j'en suis reconnaissante, mais la décision était la mienne. Je ne veux pas vivre dans une cage, même si tu penses que c'est pour mon bien. Je m'inquiète pour toi, maman. La voix de Rémi semblait désespérée. Tu as changé depuis le micro-AVC. Tu oublies des choses. Tu te perds. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Et j'apprécie cette inquiétude, j'ai adouci mon ton. Mais elle ne doit pas se transformer en contrôle. Je propose un compromis.
Je vivrai seule, mais avec un système de soutien. Madame Dubois m'aidera pour les courses. J'ai installé des applications pour les rappels de médicaments et les appels d'urgence. J'aurai des contrôles réguliers avec le docteur Fournier, et je vous tiendrai informé de ma santé et de mon bien-être. Et si ça ne suffit pas, a demandé Rémi. Si tu te perds à nouveau ou si tu oublies quelque chose d'important. Alors nous gérerons les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présenteront, ai-je répondu. Comme des adultes, par le dialogue et le respect mutuel, pas par la contrainte et le contrôle. Laure, qui avait suivi notre conversation en silence tout ce temps, a soudainement ri, un rire bref et malheureux. Tu bluffes, Élise, a-t-elle dit. Tu ne poursuivrais jamais ton propre fils en justice. Tu ne rompras pas avec nous. Tu essaies juste de manipuler la situation. Je lui ai lancé un long regard. J'espère que nous n'en arriverons pas là, Laure. Mais si tu me fais choisir entre ma liberté et ma relation avec vous, je choisirai la liberté, à chaque fois. Rémi semblait enfin réaliser la gravité de la situation. Il s'est affalé sur sa chaise, l'air fatigué et confus. Je ne sais pas quoi dire, maman, a-t-il marmonné. Je voulais juste te protéger. Je sais, mon fils, je me suis approchée et j'ai posé ma main sur son épaule. Et je t'en suis reconnaissante. Mais je n'ai pas besoin de protection au prix de ma liberté et de ma dignité. J'ai besoin de respect et de soutien. Étienne s'est raclé la gorge avec tact. Peut-être devrions-nous vous laisser seuls pour une conversation familiale, a-t-il suggéré en se levant. Nous avons exposé les faits, présenté les documents. C'est une affaire de famille maintenant. Les autres ont hoché la tête en signe d'accord et ont commencé à se préparer. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte, remerciant silencieusement chacun d'eux pour leur soutien. Quand tout le monde fut parti, je suis retournée dans le salon où Rémi et Laure étaient assis dans un silence tendu. Alors, ai-je dit en m'asseyant en face d'eux. Parlons comme des adultes. Qu'y a-t-il à dire, s'est exclamé Laure. Tu as déjà tout décidé. Tu as préparé les papiers, trouvé un avocat, même réécrit le testament. Tout ça dans notre dos. Tout comme vous avez décidé de m'enfermer dans la maison, ai-je paré. Dans mon dos, sans mon consentement. Laure a ouvert la bouche pour répondre, mais Rémi l'a arrêtée en posant une main sur son genou. Elle a raison, Laure, a-t-il dit doucement. Nous avons vraiment décidé ça seul, sans lui demander son avis. Laure avait l'air indignée, mais est restée silencieuse. Rémi s'est tourné vers moi, et dans ses yeux, j'ai vu un mélange de douleur, de confusion, et peut-être une lueur de compréhension. Maman, je ne sais pas si je peux simplement lâcher le contrôle. J'ai trop peur pour toi. Je ne te demande pas d'arrêter de t'inquiéter, ai-je répondu doucement. Je te demande de respecter mon droit de choisir, même si tu n'es pas d'accord avec. Je te demande de ne pas me voir comme une enfant sans défense, mais comme une adulte avec de l'expérience et de la sagesse. Et si tu te perds à nouveau ou si tu oublies de prendre tes médicaments? Alors j'utiliserai le système de soutien que j'ai créé. J'appellerai Madame Dubois, ou j'utiliserai l'application d'urgence, ou je consulterai le docteur Fournier. Je connais mes limites, Rémi. Je ne nie pas que le micro-AVC m'a affecté, mais je ne suis pas sans ressources. Nous avons parlé longtemps. Rémi a posé des questions sur mon nouveau système de soutien, sur les rendez-vous chez le médecin, sur les applications que j'avais maîtrisées. Laure était silencieuse la plupart du temps, n'insérant qu'occasionnellement une remarque sceptique. J'ai répondu patiemment, expliqué, persuadé. Peu à peu, la tension dans la pièce a commencé à s'apaiser. Rémi semblait commencer, sinon à accepter, du moins à considérer mon point de vue. Laure restait méfiante, mais n'était plus ouvertement hostile. Je ne peux pas promettre que ce sera facile pour moi de lâcher le contrôle, a finalement dit Rémi. Mais j'essaierai. Pour toi, maman, et pour nous. C'est tout ce que je demande, ai-je dit avec soulagement. Et c'est juste de me voir non pas comme un problème à résoudre, mais comme une personne qui mérite le respect. Laure a soupiré, clairement pas tout à fait convaincue, mais décidant de reculer pour l'instant. J'espère que tu réalises ce que tu fais, Élise, a-t-elle dit. Et que c'est ta responsabilité, pas la nôtre. C'est exactement ce que je veux, Laure, ai-je hoché la tête. Le droit de prendre des décisions et d'en assumer la responsabilité. Nous avons terminé la conversation, non pas en plein accord, mais dans une sorte de trêve. Rémi et Laure ont accepté de respecter mon autonomie tant que j'aurai des contrôles réguliers avec mon médecin et que je maintiendrai un filet de sécurité. En retour, j'ai promis de les tenir informés de ma santé et de mon bien-être.
Quand ils sont partis chez eux, sans m'emmener avec eux, ce qui était déjà une petite victoire, je suis restée longtemps à la fenêtre, regardant mon jardin, la rue, les maisons des voisins. Le monde s'ouvrait à nouveau à moi, non pas comme un endroit dangereux à éviter, mais comme un espace de possibilités. Je ne savais pas comment notre relation avec Rémi et Laure évoluerait. Mon fils serait-il capable de vraiment lâcher le contrôle? Laure m'accepterait-elle comme un membre à part entière de la famille et non comme un fardeau? Y aurait-il d'autres conflits et malentendus? Mais une chose dont j'étais sûre, c'est que je ne permettrais plus à personne, même de bonne foi, de me priver de ma liberté et de ma dignité. J'avais trouvé la force de me battre, trouvé du soutien et de nouveaux amis, et créé un système qui me permettait de vivre de manière indépendante, mais pas dans l'isolement. Paul m'a appelé ce soir-là. Alors, tout s'est bien passé après notre départ, a-t-elle demandé avec inquiétude. Aussi normalement que possible, ai-je répondu. Pas parfait, mais nous avançons dans la bonne direction. Je suis si fière de toi, Élise, a-t-elle dit. Tu m'as rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Après la conversation, je me suis versé un verre de vin, un petit luxe que Rémi n'approuvait pas à cause de mes médicaments, mais que le docteur Fournier jugeait tout à fait acceptable avec modération. J'ai levé mon verre en un toast silencieux à Jean, qui avait toujours cru en ma force, à mes nouveaux amis qui m'avaient soutenu dans les moments difficiles, et à moi-même, une femme de 68 ans qui avait découvert que la lutte pour la liberté et la dignité ne s'arrêtait pas avec l'âge. Je ne savais pas de quoi demain serait fait. Mais pour la première fois depuis longtemps, je regardais l'avenir sans crainte, sachant que quels que soient les défis à venir, je les affronterais en tant que maîtresse de ma propre destinée, et non comme prisonnière des peurs et du contrôle des autres.